Et bonsoir à tous, nous sommes le 31 octobre et en ce jeudi soir sur 01net TV, comme chaque semaine, c'est le débrief de l'actu high-tech et c'est 01 Hebdo. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. L'actu de la semaine, François, c'est un tout petit produit high-tech, regardez-le. On va parler bien entendu de ces nouveaux AirPods Pro d'Apple qui font l'événement. On va débriefer le sujet avec Pierre Fontaine. On va beaucoup parler jeux vidéo aussi dans ce 01 Hebdo, à commencer par Shadow, la pépite du cloud gaming française qui vient de baisser ses prix face à l'arrivée de Google Stadia. Et à propos de jeux vidéo, ce week-end, c'est la 10e édition du salon Paris Games Week. À ne pas rater, c'est l'événement de la semaine. L'organisateur est notre invité en plateau. Et on a de la chance. On va aussi, vous donner quelques petits conseils pour transformer votre PC en console de jeu Steam. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça et c'est plutôt pas mal. Enfin, sans surprise, on parlera un petit peu également de smartphones quand même. Hein, avec le top 3 de Nicolas Lelouch, des smartphones à prix cassé mais qui valent le détour. Voilà, lui n'est jamais cassé. D'ailleurs, vous le verrez, il est en pleine forme. C'est Jordan Cossino qui, à l'occasion de la PGW, nous fera une petite sélection gaming, ce qu'il a trouvé sur le web. Mais il nous casse un peu les pieds parfois. Hein, j'osais pas le dire, tu vois. Mais bon. Voilà, c'est 01 Hebdo, bienvenue, c'est parti. Plus sérieusement, je fais attention à ce que je dis concernant Jordan parce qu'il fait de la muscu ces vrai. derniers temps et donc il soulève de la fonte, j'ai un peu peur. Oui, je te comprends, j'aurais peut-être pas dû... D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, hein, il est méconnaissable. Là, depuis une semaine, il est complètement méconnaissable, vous verrez ça tout à l'heure. C'est magnifique. Bon, alors vous l'avez compris, un 01 Hebdo bien riche, on va se régaler évidemment pendant ces 52 prochaines minutes et on va commencer bien sûr par un petit coup du côté du rétroviseur avec notre question 01net Orange. C'est la question d'actu qu'on vous pose chaque semaine pour avoir un peu votre avis sur le sujet d'actualité. On parlait de son, d'audio et de vidéo la semaine dernière à l'occasion du salon audio et vidéo, avec une question plutôt insolite. Avez-vous une chaîne hi-fi ? Savez-vous ce que c'est qu'une chaîne hi-fi ? On aurait pu ajouter, puisque la réponse est non à 65%, et oui seulement 28%, 7% même qui se demandent ce que c'est. 7%, c'est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce que ça peut être une chaîne hi-fi ? Une chaîne, tu vois, tu sais, en fer, qui sert je sais pas quoi. Il y en a qui pensent que c'est une chaîne Wi-Fi, je crois. Ah, peut-être une chaîne Wi-Fi, en effet. Bon, alors ça, c'était notre question d'il y a 2 semaines, puisque jeudi dernier, on était à l'Axel. Et voici notre question 01net Orange de ce jeudi. Évidemment, on rebondit sur le jeu vidéo, puisque ça sera le thème de ce 01 Hebdo. Comme donc avec une question simple finalement, sur quoi jouez-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt PC, console ou mobile ? Même s'il y a aujourd'hui encore d'autres plateformes dont on va parler d'ailleurs. La question 01net Orange est sur Twitter, donc n'hésitez pas et vous rajoutez le hashtag 01 Hebdo pour la trouver. On fera un petit point sur les résultats de ce sondage tout à l'heure. Voilà, la question que vous apercevez, il y a déjà une première tendance, 51% pour les consoles. Continuez à voter, on fait le point tout à l'heure. Très bien, on va commencer par l'actu de cette semaine et l'actu Jérôme, on va s'y intéresser tout de suite, c'est avec Pierre Fontaine. L'actu c'est ça. C'est ça. Vous le voyez parce que c'est pas gros. Hein. C'est tout petit, dis donc. C'est minuscule. Des AirPods. Eh ouais, des AirPods. C'est bien ça ? Ben oui, voilà. Et oui, vous l'avez compris, vous avez sans doute suivi un petit peu l'actu high-tech de cette semaine. L'un des gros titres d'actu, justement, ce sont ces nouveaux AirPods, les AirPods Pro. Et bien voilà. Parce que quand on veut faire du neuf, on ne sait pas trop comment les appeler, on rajoute Pro, surtout s'il y a déjà un iPad Pro, un MacBook Pro. Un iPhone Pro aussi. Voilà. Alors voilà, maintenant il y a les AirPods Pro. Et notre journaliste pro pour en parler, c'est Pierre Fontaine. Salut Pierre. Bonjour. Salut Pierre. Bon, des nouveaux AirPods. Alors on savait, voilà, Pro, ça faisait un moment que, l'info circulait. Ils ont surpris tout le monde, Apple. Boum, d'un coup, communiqué de presse. Allez, ça y est, on sort les AirPods Pro. Voilà, tout à fait. Alors, c'est une demi-surprise. Ouais. Les rumeurs les annonçaient. Il y a même certaines fuites qui donnaient pas l'heure, mais quasiment le jour de l'annonce. Donc, on était surpris, mais moyennement, on va dire. Mais effectivement, en tout cas, c'est une bonne surprise parce que ça fait un moment qu'on les attend, ces AirPods. Donc, c'est des écouteurs True Wireless en bon français, c'est-à-dire sans aucun fil, qui sont donc dans une petite boîte qu'on a vue tout à l'heure.
et qui, quand on les met dedans, se rechargent et qu'on peut maintenant glisser dans l'oreille parce qu'ils sont intra-auriculaires, c'est-à-dire qu'ils vont mieux tenir, parce qu'il y a un petit embout en silicone qui va se glisser dans le conduit auditif, ce qui veut dire que non seulement il tient mieux dans l'oreille quand on saute dans tous les sens et qu'on court, mais en plus on est un petit peu mieux isolé du bruit, ne serait-ce que grâce à ce petit embout en silicone. Alors il faut dire que c'est une vraie tendance actuellement les True Wireless. Je crois que c'est une paire d'oreillettes sans fil sur 2 True Wireless. Donc c'est énorme. Il y a plein d'autres marques qui s'y sont mises. Apple n'a pas été le premier à s'y mettre, mais c'est celui qui a vraiment démocratisé ce form factor. Voilà. Mais effectivement, là, il marque un point. Ils franchissent encore une étape, quoi. Il faut le reconnaître. Pour ceux qui connaissent les AirPods, c'est donc les petites tiges blanches qu'on se glisse dans l'oreille. C'est devenu carrément un objet iconique, de mode. Tout à fait. Donc là, en fait, ils améliorent un petit peu la chose parce qu'ils changent le design, qui tient bien mieux dans l'oreille, qui est donc intra-auriculaire, donc c'est-à-dire qu'il va un peu mieux isoler. Et en plus, il rajoute une fonction qui est super pratique quand on voyage, alors ça va du métro à l'avion, c'est la réduction active de bruit. Ou le bruit active. C'est très bien aussi au bureau, dans les open space. C'est vrai que c'est pratique aussi. Et en fait, ça veut dire que l'appareil va produire un contre-bruit, une sorte de bruit blanc, qui va compenser le bruit extérieur, de telle sorte qu'on va entendre son interlocuteur si on passe un coup de fil, sa musique ou son podcast, peu importe. Donc on va être un peu plus isolé du bruit ambiant pour profiter de ce qu'on veut vraiment écouter. Voilà. Alors la réduction de bruit, ça existe depuis longtemps sur les casques comme ça, fermés. Sur le True Wireless, ça commence. Une fois encore, c'est pas Apple qui arrive le premier. Sony. C'est Sony. Sony en a sorti un qui est plutôt bluffant et qui marche très très bien. Pour avoir comparé les deux, Apple n'a pas grand-chose à envier à Sony sur ce coup-là. Ils font vraiment un premier coup qui est... Bon, c'est le mérite d'Apple, ils n'arrivent jamais les premiers, mais quand ils arrivent, généralement, ils font quelque chose de plutôt soigné. Là, la réduction de bruit est vraiment très bonne. Ce qu'on peut noter surtout, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas cette impression qu'on a parfois avec la réduction de bruit active dans les intra-auriculaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette impression d'avoir une pression dans les oreilles qui est différente de la pression extérieure, qui est désagréable au niveau du tympan en fait. C'est un peu étouffant. Ils ont en fait fait un petit système qui permet à l'air de circuler malgré tout, ce qui fait qu'on a, on va dire, une pression extérieure. Il y a une VMC dans ça, il y a un ventilateur d'avion. Ils sont tellement fous. Ils ont recyclé des hélices de vieux Boeing. C'est un peu bruyant. Incroyable. Donc en fait, on a ce confort-là, qui est franchement plutôt plaisant. Moi, ce que je trouve bluffant, c'est la miniaturisation, quoi. Elles sont minuscules, elles sont encore plus petites que les anciennes. Elles sont encore plus petites et c'est en grande partie grâce aux puces. Enfin, là maintenant, elle s'appelle la puce H1. Avant, c'était W1 sur les premières générations. Et en fait, qui est effectivement le petit cerveau qui va à la fois gérer la réduction de bruit, la consommation des puces, le signal. En fait, il y a un paquet de technologies. Oui, bien sûr. Il y a des capteurs, il y a la batterie, il y a les micros, il y a le haut-parleur. Enfin, c'est dingue, quoi. Et il y a la fonction d'e-Siri, bien sûr reliée au téléphone, c'est pas indépendant, mais effectivement il y a de plus en plus de choses et c'est plutôt très très bien intégré. Alors c'est très très bien intégré, tes souhaits. C'est plutôt très bien intégré. Je voulais être discret, merci. Ça m'a fait plaisir. À la caméra, c'est très bien intégré d'un point de vue hardware, un matériel. On le voit bien, c'est compact. La finition est aussi impeccable. Le boîtier lui-même est tout petit, beaucoup plus petit que celui de Sony, il faut bien le dire. Ça c'est un peu plus gros que la génération précédente, mais bien plus petit que celui de Sony, c'est sûr. Alors après, on peut dire que vu le prix, parce on va parler du truc qui fâche tout de suite, à 279 €, on ne peut pas vraiment dire que ce soit de l'entrée de gamme, mais néanmoins, ce n'est pas un produit d'entrée de gamme. Pourquoi c'est aussi cher ? Parce que c'est Apple, d'une part, parce que c'est une offre, quand on est dans l'univers iOS, iPadOS, macOS, qui est la plus agréable, qui est pas mal non plus sous Android, même si on ne va pas bénéficier de certaines petites subtilités logicielles. Voilà, ça marche sous Android parce que ce sont des écouteurs Bluetooth. Oui, bien sûr. On peut les en fait, la puce est juste là pour gérer la configuration hyper facile au départ sur un iPhone. Et puis après, on ouvre le petit boîtier et le temps de le mettre dans ses oreilles, c'est connecté, on ne se pose pas de questions et c'est transparent en fait. Et alors ils appellent ça de la magie, c'est vrai que ça tient un peu de la magie quand on se souvient des premiers casques Bluetooth où une fois sur deux ça marchait pas, il fallait redémarrer le Bluetooth sur le téléphone, etc. Là c'est transparent, ça marchera très bien une fois encore. Et donc c'est un produit clairement haut de gamme, la performance sur la réduction de bruit est haut de gamme, la qualité du son pour du True Wireless, et alors les fréquences qu'on a enregistrées sont légèrement plus larges
que sur des casques Sony ou Bose en termes de couverture de fréquence. D'accord. Avec, donc le spectre sonore est plus large. Un tout petit peu plus large. C'est pas des milliards de mégahertz non plus. Mais voilà, c'est un peu plus large. Et alors après, il y a un point sur lequel on a de la peine à savoir. Il y a un peu plus de basse, mais on ne sait pas si c'est parce que ça tient mieux dans le conduit auditif, donc on envoie mieux le signal sonore, on le reçoit mieux avec l'oreille, ou si effectivement le traitement privilégie un peu plus les basses. Ça, c'est difficile à déterminer, mais on a une qualité sonore qui est plutôt très bonne. Alors, oui. Ouais. Non, la vraie innovation, tu l'as évoqué, mais je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est ce qu'ils appellent le mode transparence en français. Alors, il y a déjà des téléphones, il y a déjà des appareils qui font ça, qui n'est pas en intra-oreille. Voilà, pas en oreillette. Voilà, avec des casques qui le font déjà, mais effectivement, clique sur le truc. Parfois, voilà, en fait, oui, ça coupe ou diminue la réduction de bruit. Alors, et on entend ce qu'il y a autour. Et on entend, par exemple, si quelqu'un vous adresse la parole, vous faites ça, hop, plutôt que d'enlever le casque, vous entendez ce qu'il dit, vous le remettez après, et c'est bien. Là, c'est vrai, effectivement, leur mode transparence fonctionne très bien. Déjà, on appuie sur le petit écouteur et ça fonctionne. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'espèce de léger souffle qu'on entend parfois avec ce genre de fonction dans les casques. Un mot sur la fonction main libre, parce qu'évidemment, il y a des micros qui vous permettent de passer des coups de fil, d'interroger Siri, etc. Et la qualité est vraiment impressionnante. Encore une fois, on se demande comment aujourd'hui, physiquement, on arrive à avoir un micro là, au niveau en fait, du lobe de l'oreille, et avoir une qualité de réception, de retranscription de voix aussi bonne, quoi. C'est dingue. Alors moi, je ne sais pas si vous avez testé à 01, en marchant ou en faisant du vélo. C'est un peu la limite. En général, déjà, les premières générations sur le vent, notamment, donc quand on était dans un environnement venteux ou à vélo ou en courant, gérait plutôt bien le vent. Là, je dirais que c'est encore peut-être un cran au-dessus. D'accord. Après, il faut, je pense, l'essayer un peu plus longtemps parce que moi, je l'ai récupéré il y a 2 jours maintenant. Donc, il va falloir déjà finir nos tests d'autonomie pour avoir un avis définitif, même si les premiers tests sont à peu près conformes à ce qu'annonce Apple, c'est-à-dire 5 heures en musique, sans réduction de bruit, 4h30 avec la réduction de bruit activée. Alors, juste une chose, il y a une particularité quand même aussi qui reste sur les gros casques, on va dire les Bose, etc., les Sony, les Sennheiser, c'est l'autonomie. Quand vous faites un vol de 12 heures, il n'y a que ces casques-là qui vous permettent d'avoir une isolation phonique aussi longue. Là, c'est 5 heures, maxi. Là, en l'occurrence, on est au-dessus de ce qu'annonce Sony, enfin de ce qu'obtient Sony avec son True Wireless, de 45 minutes, 50 minutes. Et surtout, il y a une fonction, alors là, on n'a pas encore fait toutes nos mesures, donc voilà, mais une fonction qui donne un rechargement d'1 heure en quelques minutes. Donc c'est plutôt bien. C'est voilà, je tombe en panne, je remets mon casque 2-3 minutes dans son boîtier, je les reprends, je suis reparti pour une heure. Et du coup, tu atteins la même autonomie qu'un casque. Oui. Mais avec des hachures. C'est vrai. C'est pas aussi bien, mais c'est plus petit, il est aussi confort. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de réglage de volume, toujours pas. Ça, c'est dommage. Ça oblige à acheter une Apple Watch à 600 €. Bon, voilà. Parce que tu as le volume sur l'Apple Watch. T'as mis 280 dans des AirPods. Évidemment. Juste alors, pour signaler un peu ce que fait la concurrence, il y a les Galaxy Buds donc de Samsung, qui sont aussi des True Wireless de la même manière, qui sont moins chers, qui sont moins perfectionnés, mais qui font vraiment le job aussi. Et puis donc, tu le disais, ces fameux Sony. En réduction de bruit, il n'y a que les Sony, on est d'accord. Voilà, en réduction de bruit, il n'y a que les Sony et donc les Apple. Pierre, tu restes avec nous. On évoque notre deuxième sujet maintenant de l'actu. Eh bien, c'est Shadow. Shadow, vous connaissez probablement, c'est ce service français de gaming dans le cloud. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est Thomas Remiret qui nous rafraîchit la mémoire. Bon, ok, j'avoue, je me suis fait griller. Mais en fait, pas tant que ça, parce que j'étais en train d'essayer le Shadow PC. Qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur dans le cloud qui nous promet de pouvoir accéder à un PC de gaming surpuissant, et ce sur n'importe quel écran. Alors, qui dit cloud dit bien sûr serveur. En fait, le PC, il est dans des data centers et l'image vous est envoyée via fibre optique. C'est l'entreprise française Blake qui est à l'origine du projet. Et ce PC surpuissant, on nous promet qu'on peut y accéder depuis n'importe quel écran, bien sûr, à condition d'avoir au minimum une connexion de 15 mégabits par seconde.
Voilà. Donc là, vous l'avez compris, hein, c'est du cloud gaming, c'est vraiment une pépite française, Shadow, qui se porte bien. Ils viennent de lever 30 millions d'euros. Ouais. Ils ont passé un accord, un méga accord avec OVH, qui est, on sait, le système, l'hébergeur français qui... Un des gros hébergeurs français. Voilà, exactement. Et donc, Shadow... Et l'actu, c'est qu'il casse les prix. Il casse les prix pour se positionner, on va dire, un peu plus en concurrence avec ce qui va arriver bientôt, la grosse artillerie signée Google. Voilà. Alors, tout en précisant que, comme le disait très bien Thomas, là, c'est pas, c'est du PC gaming, mais c'est d'abord un PC sur lequel on peut faire ce qu'on veut. Alors, c'est vrai que si c'est pour faire un démineur, du Word, on n'est pas complètement dans l'esprit, mais néanmoins, c'est un vrai PC sur lequel on peut, si on a besoin, par exemple, de faire un rendu 3D, parce qu'on a besoin de faire ça, des calculs scientifiques, on peut le faire aussi. C'est pas que pour le jeu, même si. Évidemment, pour le grand public, l'intérêt principal, c'est de pouvoir... On a tous les usages, en fait, d'un PC. Voilà, c'est d'un PC virtuel qu'on a dans le cloud avec toutes ces données sauvegardées. Et la différence est importante parce que ce n'est pas un catalogue de jeux, c'est un accès à tous ces jeux sur une machine qui est virtuelle et donc qui est dans le cloud. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une librairie Steam qui déborde, vous pourrez y accéder sur une machine mise à jour et très performant dans le cloud. Mais effectivement, la grosse nouveauté là, c'est que Shadow a non seulement cassé ses prix, mais ils ont décortiqué et fait monter en puissance leur offre. Parce qu'avant, on en avait une pour 29 €. Maintenant, on en a 3. La première, elle est à 13 €. 12,99 €. Je me permets d'arrondir. Tu as bien fait. Donc la première, elle est à 13 €. Et en fait, ce qui est bien, c'est que cette configuration, c'est grosso modo celle qu'il y avait avant, sauf qu'on économise une quinzaine d'euros. Donc elle est légèrement plus puissante parce que les processeurs ont un petit peu gagné en fréquence de ci, de là. On a l'équivalent d'une 1080 dedans, d'une GeForce GTX. Donc là, tu parles de la carte graphique. Voilà. Oui, pour le jeu, c'est vrai que ça marche mieux. On a un processeur quad-core. Donc voilà, c'est une configuration qui va permettre de jouer en Full HD sans se poser de questions. Et très bien. Donc ça, c'est la première. Ensuite, on a une deuxième qui s'appelle Ultra. La première s'appelle Boost, la deuxième est Ultra, qui est à 25 €. Je me permets d'arrondir une fois encore le centime, je suis désolé. Là, c'est 24,99 €. On gagne un petit peu en patate. On a un processeur plus puissant. On a 16 Go de RAM contre 12 précédemment. Et on passe surtout, alors les gamers seront contents, on passe à des cartes graphiques équivalents à des RTX 2080. Donc c'est des cartes qui sont non seulement de dernière génération chez Nvidia, mais qui permettent de jouer avec du ray tracing. Donc ce qui veut dire que vous pourrez jouer en Full HD, vous pourrez jouer en 1400. J'adore ce mot, le ray tracing. Ça, c'est le truc qui fait rétrécir. Comment on peut expliquer de rayon. Ray tracing, c'est en deux mots. Oui, voilà, du ray tracing. En fait, c'est projection de rayons. En fait, c'est plutôt, ça va être compliqué, mais plutôt que de faire appel à des shaders pour rendre les objets en 3D, on va projeter des rayons de lumière qui vont définir ces surfaces et ces volumes. Donc ça permet d'avoir des jeux plus beaux et plus réalistes. Par exemple, c'est utilisé dans le cinéma. Si vous êtes fan de films Marvel, vous avez vu du ray tracing pendant des heures parce que c'est ce qui permet de faire ces effets spéciaux qui sont hyper photoréalistes. Dans le jeu vidéo, jusqu'à présent, on n'y pensait pas trop parce que ça demande une puissance de calcul assez monstre. Et là, à l'heure actuelle, seule Nvidia propose des cartes graphiques qui, en temps réel, sont capables de traiter ça. Pierre, on termine avec l'offre la plus... Et la troisième, qui donc l'offre Infinite. Qui a 40 € à peu près. Voilà, 39,99 me permettrait de ne pas arrondir au centime cette fois-ci. Là, on a une configuration qui est extrêmement solide. On a jusqu'à 1 Tera de stockage. Et là, on est sur un PC qui coûte plusieurs milliers d'euros, on est d'accord. Oui, voilà. Là, c'est une machine, je ne sais pas, vous avez, si on considère juste les composants de base, vous en avez pour 2 000, 2 500 €. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette offre-là, on a aussi bien pour les gros gamers qui veulent du velu que pour des gens, on le disait tout à l'heure, qui veulent faire du calcul 3D, des calculs scientifiques, etc., parce qu'on a de la puissance à revendre. Voilà. Et tout ça, c'est évidemment en prévision du lancement de Google Stadia le 12 novembre, c'est ça voilà. Alors, à noter que ces offres-là, ces offres ont été annoncées, mais elles seront disponibles qu'à partir de février prochain. Tout à fait. Et puis, si vous voulez en savoir plus, j'aurai le plaisir de recevoir Emmanuel Frank, qui est le cofondateur de Shadow, dans De quoi je me mêle, et ce sera en ligne demain. Très bien. Donc, sur Zéro Net TV, on lui posera toutes les questions. Parfait. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre Fontaine. On va continuer à parler de jeux vidéo dans un instant. Avec notre invité. Et on va pénétrer et visiter avec vous la Paris Games Week de cette édition 2019.
Pendant 5 jours, plus de 200 000 personnes auront les yeux rivés sur les écrans. La Paris Games Week revient pour sa 10e édition et avec elle, son lot de jeux, cosplay et compétitions. 80 000 m² de paradis pour les gamers, 194 exposants et 227 marques représentées. Mais pourquoi ce salon rencontre-t-il autant de succès ? Ça va être sympa, et puis il y a le tournoi Smash Bros qui nous tente bien, il y a moyen de se marrer je pense. C'est l'éditeur de la Paris Games Week, donc oui, c'est normal quoi. J'apprécie l'ambiance de la PGW, c'est une ambiance qui est assez sympa, quand bien même parfois on a quelques petits couacs d'organisation. Mais normalement tout se passe bien, donc moi je viens profiter de l'ambiance. Tous les jours moi je joue, tous les jours, que ce soit pas long, ça peut passer de 20 minutes à après le week-end de 3 heures, facile. C'est pas tout le monde qui aime les jeux vidéo et du coup ça nous permet de nous rencontrer entre nous et de rester entre nous. Puristes et fans retrouveront Cyberpunk 2077, Call of Duty Modern Warfare et Pokémon Épée Bouclier. À la veille de ces fêtes de fin d'année, l'enjeu pour les éditeurs est important. Et en attendant Noël, qu'est-ce qui vous attend à la Paris Games Week ? On en parle avec notre invité de la semaine. Et notre invité de la semaine, il est là. Bonjour Emmanuel Martin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de 01 Hebdo. Avec grand plaisir. La Paris Games Week, 10e édition. Oui. Mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Vous êtes délégué général du CEL qui organise depuis 10 ans la Paris Games Week. Oui, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Voilà, c'est le gros rendez-vous de l'année en termes de jeux vidéo en France, avec des centaines de milliers de jeunes et de moins jeunes qui viennent pendant quelques jours ici à Paris, porte de Versailles. Pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui viennent à la Paris Games Week ? Si on remonte un peu dans l'histoire de la Paris Games Week, donc la première édition en 2010, l'idée c'était simplement d'avoir un beau rendez-vous pour fêter les jeux de la fin d'année. Et puis, année après année, on s'est rendu compte que le public français voulait autre chose et voulait, bien sûr, tester et voir ces grands blockbusters, mais également découvrir toute la richesse et la diversité du jeu vidéo. On est parti de 14 éditeurs, 14 exposants en 2010, on en a 194 cette année. On a les éditeurs, des petits studios indépendants, des associations, des institutions culturelles, le Centre Pompidou qui vient pour la première fois. Le Centre Pompidou ? Oui, avec un jeu passionnant sur l'art contemporain et l'art moderne. Il y a plein de ministres aussi attendus, je crois. Oui. Alors ça, c'est une preuve de la reconnaissance du jeu vidéo. Cette année, il y a 4 ministres qui sont venus à la Paris Games Week visiter, découvrir. Beaucoup les connaissent très bien, mais on est là vraiment dans une reconnaissance symbolique qui a culminé, alors je me permets de le dire, par la remise de la décoration Chevalier des Arts et Lettres à la présidente du CEL, Julie Chalmette. Ouh là là, voilà, c'est encore là un marqueur de reconnaissance pour notre secteur. Ça y est, vous avez acquis vos lettres de noblesse. Ouais. Exactement. Mais alors, on se souvient, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Hein. Mais oui. Le jeu vidéo était pointé du doigt, ne serait-ce que par les hommes politiques, de tous bords d'ailleurs. Là maintenant, ça y est, c'est un art majeur, on va dire. C'est ça ? Exactement. Le CEL, l'association que je représente, a été construite pour défendre le jeu vidéo, pour l'expliquer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se permettre d'être plus dans la promotion et d'expliquer. Alors, on a des nouvelles choses à expliquer parce que le jeu vidéo bouge tellement vite qu'on est sans cesse obligé d'expliquer l'e-sport. Là, on a parlé du jeu en réseau, du cloud gaming ou du stream. On est toujours obligé d'expliquer les nouvelles tendances. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu vidéo s'est installé. Alors, même s'il y a toujours des questions, notamment dans les familles, puisque le jeu vidéo est une activité très, très prenante, on est quand même aujourd'hui, on a nos lettres de noblesse. Très bien. Alors justement, les tendances cette année, ça va être quoi ? Qu'est-ce qu'on peut voir à la Paris Games Week ? Bon, déjà, c'est la fête avec la 10e édition. Voilà, on a voulu pour cette 10e édition essayer de célébrer. Donc, tous nos visiteurs peuvent retrouver beaucoup d'activations, d'opérations pour pouvoir faire la fête avec nous. Et puis, il y a des contenus qui émergent. Par exemple, sur l'e-sport, on a une nouveauté cette année. C'est une arena en réalité virtuelle qui s'appelle EVA, e-sport Virtual Arena, où on peut jouer à des jeux e-sport en réalité virtuelle sur un grand stade. Et l'expérience est absolument bluffante. Elle bat tous les records aujourd'hui sur le salon. Donc, il y a encore de la réalité virtuelle ? Bien sûr. Comment ça se... Parce que ça fait des années qu'on en parle de cette réalité virtuelle. Elle prend de la place d'année en année, elle reste un petit peu à son niveau. Comment ça se passe ? On voit que la réalité virtuelle est en train de trouver, d'explorer ces nouveaux territoires, notamment l'e-sport. Ça, c'est une tendance effectivement extrêmement intéressante. Et on voit se développer de plus en plus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de stands qui ne proposent pas d'expérience en réalité virtuelle. Alors les gens qui viennent, est-ce qu'ils vont découvrir des jeux qui ne sont pas encore sortis ou ce sont uniquement des blockbusters qui ont déjà une petite carrière ? Alors, on découvre sur la Paris Games Week des avant-premières. Par exemple, on peut jouer pour la première fois à Final Fantasy VII, le remake. Donc ça, c'est quand même en premier à la Paris Games Week qu'on peut mettre les mains dessus. Et puis, il y a à la fois les jeux de la fin d'année qui sont annoncés effectivement depuis longtemps. Et puis, on commence à avoir des avant-premières sur l'année qui vient.
Et puis aussi, ce qui est important pour nous, c'est toujours de susciter des rencontres, d'avoir des curiosités. Et c'est pour ça que nous invitons aussi beaucoup de studios indépendants à venir. Par exemple, on peut citer évidemment Jeux Made in France avec les studios français qui viennent en force, mais également l'Africa Corner, puisqu'on a aujourd'hui 14 studios venus de tout le continent africain qui viennent à la Paris Games Week pour montrer. C'était le cas déjà l'année dernière, je me souviens, il y avait déjà des studios africains. Exactement, ils étaient 7 l'année dernière, ils sont 14 cette année. Très bien, donc c'est jusqu'à fin de ce week-end. Exactement, jusqu'à dimanche soir à la porte de Versailles à Paris. Voilà, l'entrée coûte combien? 21 € samedi, parce que c'est la très grosse journée. Mais c'est pas donné quand même. Alors ça, c'est l'entrée vraiment le plein tarif, mais évidemment, si vous êtes étudiant au moins de 25 ans, vous paierez seulement 15 €. Parfait, très bien. Voilà pour cette Paris Games Week. Merci beaucoup Emmanuel Martin. Merci à vous. Rappelons que vous êtes délégué général du CEL. Merci. Jérôme. On va continuer. On va un petit mot sur la question orange. Bien sûr. Il a raison Jean-David dans l'oreillette. Oui, Jean-David, bien vu. Tu vois. Tout à fait. Alors ça donne quoi la question orange là voyons cela. Donc la question orange, c'est est-ce que vous jouez plutôt sur PC, console ou mobile? On est toujours sur la console en tête. 47% suivi du PC 40% et le mobile 13%. Ça correspond avec les chiffres que vous connaissez? Alors, le mobile a pris une ampleur. Si on prend l'ensemble de la population française, aujourd'hui le mobile est en tête et on est quasiment sur les mêmes chiffres entre les trois plateformes. Ce qu'on constate, c'est que les gens généralement jouent à au moins 2 plateformes. On va rester dans le domaine du jeu d'ailleurs tout de suite avec Geoffroy qui nous rejoint dans un instant, Geoffroy Andé, et on va parler justement du jeu sur PC avec Steam, évidemment, un incontournable. Merci beaucoup Emmanuel, à bientôt. Merci, à bientôt. Tout à l'heure, Jordan Cosino sera là. On parlera encore de jeux vidéo avec lui, avec sa petite sélection de trouvailles tech dédiées aux jeux vidéo. Et puis Nicolas Lelouch aussi sera là, avec son top des smartphones au meilleur rapport qualité-prix du moment. Voilà, exactement. Ça promet. Mais pour poursuivre, on accueille avec beaucoup de plaisir Geoffroy Andé. Bonjour Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour Jérôme. Alors Geoffroy, on va parler de Steam, qui est donc cette. Alors d'abord, si on pouvait rappeler un petit peu ce qu'est Steam. Alors Steam, c'est une plateforme. C'est pas un valet vapeur, hein, je tiens quand même à préciser. C'est une plateforme de distribution et de gestion de jeux vidéo. Là, je suis perdu. Sur PC, Mac et Linux, je crois. Et donc, tu pourras l'utiliser. Donc. Oui, ça va. Sur mon PC Linux, je pourrais le faire. On peut télécharger et mettre à jour nos jeux vidéo sur PC depuis une seule interface. En fait, c'est un peu comme si j'avais un Apple Store, un App Store sur mon PC, en fait, dédié aux jeux vidéo. Exactement. Donc je lance cette interface et je me retrouve avec une boutique virtuelle et je vais télécharger les jeux que je veux, etc. Voilà. Cool. Donc, pourquoi je vais parler de Steam aujourd'hui? Parce que on sait que l'expérience des gamers sur console, c'est facile. On appuie sur le bouton, on allume la console, on navigue dans les menus très simplement avec la manette. Sur PC, c'est un peu plus galère. Il faut démarrer le PC, il faut taper le clavier, la souris. Le clavier et la souris, on tape son mot de passe pour loguer sa session Windows. Les mises à jour, il faut chauffer la machine. Aussi. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que c'est possible, en tant que joueur sur PC, est-ce qu'il est possible d'avoir une expérience de jeu similaire à celle qu'on peut avoir sur console? Et alors Geoffroy, la réponse est... La réponse est oui. Ah. Du coup, il y a quelques petits paramètres. Alors tu nous as fait quelques captures d'écran, t'es bien sympa. Hein, il y a quelques petits paramètres à configurer. Alors d'abord... On dirait que c'est la régie qui a bugué. Non, oui, c'est ça. On va commencer par désactiver le mot de passe de connexion Windows. Alors évidemment, on déconseille de supprimer le mot de passe de connexion de Windows si vous avez des documents un peu sensibles sur votre machine, etc. Mais toutes les photos de maillot de Jérôme, par exemple, si tu piges à la NSA, bon, voilà, c'est ça. Si en revanche vous utilisez votre PC uniquement pour le jeu et que vous voulez que ce soit plus rapide, on peut supprimer le mot de passe de démarrage. En fait, on allume le PC, paf, il se lance sur le bureau. Il se lance sur Windows. La deuxième étape qu'on va suivre, c'est on va désactiver la demande de mot de passe après la mise en veille de la machine. Si jamais vous êtes en train de jouer, vous mettez sur pause, vous allez boire un café, vous revenez avec la machine est verrouillée. Si vous n'avez pas votre clavier sous la main, vous ne pouvez pas taper le mot de passe. Donc on va continuer en désactivant ce mot de passe également après la reprise de la mise en veille. De la veille.
enfin, ce qu'on va faire, c'est directement sur Steam, dans les paramètres de Steam, on va demander à Steam que l'application soit exécutée directement au lancement de Windows. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que Windows on accroche les deux, quoi. Donc on accroche les deux. Windows démarre et Windows va démarrer directement en lançant Steam. D'accord. Est-ce qu'on va faire... Donc on ne verra même pas le bureau Windows. Dès que le PC va s'allumer, on va voir Steam. C'est l'objet de ma toute dernière étape. Mais on merci. on va également griller les étapes. Je lève les bras comme le général de Gaulle. Demander à Steam de se lancer en mode Big Picture, qui est un mode plein écran, contrôlable à la manette. D'accord. Et ça donne une interface beaucoup plus sympathique que l'interface de base. Et on peut donc démarrer son PC Windows et directement à la manette contrôler Steam. Est-ce que je peux démarrer mon PC depuis ma télécommande? Tu m'as trouvé une petite bidouille pour ça ou pas? Je vais y réfléchir. Parce que ça serait l'idéal, ça. Tu vois, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et bien voilà, c'est ça. Tu vois, Jean-François, c'est monsieur tuto de ZeroNet. Et oui, je sais. Tous les tutos que vous lisez, enfin la plupart, c'est lui. Il n'y a que des solutions. Et bien voilà, ça me plaît. Noté. Eh bien merci beaucoup, Geoffroy. Merci. Steam donc alors si on n'a rien compris, on peut retrouver évidemment le tuto sur ZeroNet. Exactement, on peut aller sur zeronet.com dans la rubrique astuces. Tiens, puisque tu sais que Nicolas Lelouch est un gros gamer. Hein. Oui. Ah oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas le brancher sur le sujet. Il joue beaucoup à PS4. Alors, il paraît qu'il n'est pas très bon, c'est ce que j'ai cru comprendre dans la rédaction. Non, ça m'étonnerait. Il est bon en tout, Nicolas. On en discutera avec Jordan, il me dira si je suis pas bon. Bon, mais on parle pas de ça avec Jordan lui. fait la tête d'un coup. On joue des fois le soir, on a des soirées en je sais, je vous vois bien sur Instagram. Bon, c'est pas de ça dont il nous parle de smartphone tout de suite pour sa chronique smartphone. N'est-ce pas Nicolas Lelouch, monsieur Smartphone? Regardez la preuve. Je suis venu avec quelques appareils. Mais quel streamer avec ses smartphones. Il déroule ça comme s'il avait un jeu de cartes en main. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui doivent t'envier, mais en fait, il faut quand même préciser que c'est pas une vie facile. Non. D'avoir comme ça, de devoir tout le temps switcher. Disons que pour vous donner le meilleur exemple de pourquoi c'est pas facile, quand on change de téléphone tous les 3-4 jours comme je le fais pour les tests, il faut rentrer chaque mot de passe pour chaque application une par une si on veut vraiment le tester et c'est long. Donc du coup, je connais très bien mes mots de passe, mais c'est un enfer. C'est pas facile. Ouais, et puis bon, voilà, quoi, changer de téléphone tout le temps, c'est compliqué. Après, quand on est passionné, c'est toujours intéressant de tester les différentes marques. Juste par mois, tu testes combien de téléphones à peu près? Tu consommes combien de téléphones? Je sais pas. Je pense que sur les bonnes semaines, on peut être à 2-3 et de temps en temps, on ralentit sur des gros produits en regardant un seul. Donc du coup, ça va être à peu près une dizaine, je pense. Ah ouais, c'est impressionnant. Alors là, tu vas nous parler de smartphones qui ont un vrai intérêt parce que ce sont de bons smartphones à prix hyper intéressant. C'est ça. Déjà, on va rappeler un petit concept qui est celui du flagship killer. Vous savez, c'est un peu OnePlus qui l'a inventé il y a quelques années. C'est ces smartphones haut de gamme. Donc, on parle vraiment de smartphones haut de gamme avec donc un processeur de dernière génération, avec un écran OLED qui est généralement très lumineux. Tout ça. Donc des smartphones de qualité qui sont très puissants, mais à prix cassé. Donc à l'époque, on était dans les 300 €, mais bien sûr, au fur et à mesure des années, ça a augmenté. Aujourd'hui, par exemple, j'ai le OnePlus 7T avec moi, il est à 599 €. Ça reste une référence dans le domaine, puisqu'il est pas cher pour ce qu'il propose et l'expérience de navigation est très très bonne. Sauf que, voilà, on a remarqué que ces flagship killers ne sont pas au prix d'autrefois. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que depuis quelques semaines, on a des nouveaux produits sur le marché qui sont des flagship killers qui veulent donc casser le prix de ces smartphones casseurs de prix. C'est des killers de killers. Oh my God. C'est marrant, mais je ne vous surprendrai pas en vous disant que ces produits viennent de Chine, que c'est toujours de nouvelles marques chinoises qui viennent elles-mêmes concurrencer les marques chinoises qui cassaient les prix à l'époque. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que ça fait quelques téléphones que je teste à la rédaction de zeronet.com dont le prix est très bas. Où je me dis, il va pas être bon, j'ai l'habitude à ce prix-là, c'est rarement bon. Et à ma grande surprise, c'est tout aussi bon que certains smartphones haut de gamme. C'est dingue ça. Comment ils font Alors on veut des exemples. Je vais donner un exemple. Le premier exemple, je l'ai avec moi, c'est le dernier que j'ai testé, c'est le Realme X2 Pro. Le nom est horrible. Mais je vous ferai remarquer, et vous êtes peut-être déjà rendu compte si vous suivez pas mal l'actu smartphone, que les noms sont de plus en plus horribles entre les iPhone 11 Pro Max, les Galaxy Note 10 Plus, et OnePlus 7T Pro et Realme X2 Pro, c'est un enfer. Donc, tu t'en sors bien, hein, franchement. Là, je commence à bien maîtriser, mais c'est compliqué quand même. Les noms sont très galères. Realme, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui appartient au groupe BBK Electronics. Comme ça, vous vous dites,
Je connais pas BBK Electronics, mais si forcément, parce que BBK Electronics, c'est le papa de Oppo, de Vivo et de OnePlus. C'est un grand groupe chinois, en fait, qui ne fait rien sous sa propre marque, mais qui, du coup, développe différentes marques pour attaquer l'étranger. Ouais, ça, c'est une nouvelle marque, en fait. C'est une nouvelle marque qui a été lancée il y a à peu près 1 an, mais elle est en France uniquement depuis mai, si je ne me trompe pas. Et je parle de Realme, qui est une nouvelle marque. BBK Electronics, c'est une marque. Oui, Realme, d'accord. Mais Realme. Mais ils lancent des marques comme tu rigoles, quoi. C'est ça, ils lancent plein de marques. Mais l'idée, en fait, ce qui est génial avec eux, c'est que quand ils ont créé OnePlus, le but était justement de faire des smartphones pas chers qui répondaient aux besoins des consommateurs européens et américains. Donc du coup, c'était pas du tout créé pour la marque. En fait, ils organisent leur propre concurrence. Mais c'est ça. Mais comme OnePlus a monté en gamme, et ben ils ont créé Realme qui reprend exactement le modèle de OnePlus à l'origine. Et ce produit, en fait, quand on l'a reçu, déjà le design, il est cool. On a un écran OLED bord à bord avec une petite encoche, un design en verre, un triple module caméra. Sur la boîte, ils mettent en avant écran 90 Hz, processeur Snapdragon 855+. On se dit, ok, oui, ça doit en envoyer quand même, c'est pas mal. Mais on se dit, il y a forcément un piège, il y a forcément quelque chose qui va pas aller. Tu nous donneras le prix. Je veux garder le prix pour la fin, parce que à vous d'imaginer si vous ne le savez pas déjà. Ça peut coûter cette histoire-là. Mais du coup, on voit ce produit qui, en effet, l'écran est super. Il y a une excellente luminosité, c'est très fluide grâce aux 90 Hz. Aussi, c'est le premier smartphone avec un capteur de 64 mégapixels à l'arrière. Ah oui, donc il y a vraiment des nouveautés. Le capteur de Samsung ISOCELL qui est capable de faire ça. Et il a aussi une particularité, ce capteur, c'est qu'il est très grand. Et donc, du coup, il laisse pénétrer beaucoup plus de lumière que d'autres. Donc, du coup, on se retrouve avec des photos de nuit qui sont très bonnes. On se dit, mais comment c'est possible? Il est meilleur que certains téléphones vendus 700 € chez des marques concurrentes. Si je lui reprocherais une chose, c'est sa surcouche. Je trouve il y a bien un point faible quand même. Le point faible, c'est le logiciel. Donc la bonne nouvelle, c'est que une mise à jour pourrait le corriger. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a des bugs, des fois des applications ferment sans aucune raison. Et surtout, l'interface est très mal traduite. Par exemple, je vais vous montrer l'exemple qui me fait le plus rire. Ils ont un bouton Chromecast, donc pour envoyer sur sa télé, par exemple, un contenu. Et ils l'ont appelé vidéo capture d'écran. Donc je crois que le traducteur de Realme n'a pas compris. Ouais, exactement. Ou alors je sais pas, il n'a pas compris, c'était pas le bon bouton, il a raté quelque chose. Maintenant, toujours est-il que c'est assez impressionnant à ce prix-là. On peut jouer avec, on peut faire plein de choses. Il y a une très bonne batterie et surtout, je vais garder le meilleur pour la fin, c'est le smartphone qui se recharge le plus vite au monde. Il faut 29 minutes pour passer de 0 à 100%. 29 minutes. Et la batterie va durer 3 mois, non? Figure-toi qu'il y a 2 batteries dans ce téléphone et qu'ils ont eu l'intelligence de recharger en fait 2 minutes une, 2 minutes de l'autre, 2 minutes l'une. Et donc du coup, d'après nos mesures avec une caméra thermique, eh bien, il chauffe moins qu'un iPhone ou qu'un Samsung, par exemple. Et il coûte combien, tu as dit? Je ne l'ai pas encore dit, mais on peut y aller. On peut y aller sur celui-là. Combien il coûte? Il coûte 399 €. Waouh! Et en contraste avec le OnePlus 7T, qui lui aussi a un écran 90 Hz, qui a 599, ça fait quand même 200 € d'écart. Certes, la proposition de OnePlus, elle est plus aboutie. Si vous avez de quoi mettre 599 €, je vous conseille celui-là. Maintenant, à 399 €, on a du haut de gamme maintenant. C'est vraiment le smartphone un peu malin, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des performances brutes très élevées, mais à un prix qui défie toute concurrence. Exactement. Après, et c'est un petit peu les smartphones qui se réservent à un public très geek, un public de connaisseurs. Je crois que l'exemple le plus flagrant est quand on tape Realme dans Google, il n'y a pas leur site avant la 2e page. Donc c'est pour dire à quel point il faut le vouloir pour le trouver. Celui-là, vous n'allez pas le trouver à la Fnac ou chez Orange. Tu l'achètes sur le Darknet, quoi. Non, il est en vente chez eux. Non, sur le site de Realme, mais il faut trouver le site de Realme et c'est tout. Ils l'envoient de Chine. Non, je crois qu'ils ont des entrepôts en Europe. Ils ont une filiale européenne, ils ont un patron européen. En SAV. Évidemment, le SAV ne doit pas être le même. Si vous avez des applis qui vous pompent toutes vos données aussi, il ne faudra pas non plus trop s'étonner. On n'en sait rien, mais c'est sûr qu'il y a toujours le risque. Après, c'est quand même un groupe sérieux derrière. C'est pas une petite marque chinoise qui débarque de nulle part. C'est BBK Electronics qui fait Oppo, Vivo et OnePlus et qui sait qu'il vaut mieux pas tomber dans un scandale de vol de données. Mais tu as un autre smartphone comme ça à nous montrer? J'en ai un deuxième. Oui, je l'ai pas sur moi parce que je l'ai rendu. Pour le coup, c'est une proposition un peu différente parce que c'est une marque qu'on connaît bien, c'est Xiaomi. Donc c'est toujours une marque chinoise. Et Xiaomi, en fait, ce qu'ils ont fait, tu disais, BBK Electronics, ils lancent des marques pour se concurrencer entre eux. Mais ils ont fait encore mieux, Xiaomi, ils ont lancé un produit de la même marque pour concurrencer leur propre produit. C'est là où on voit que le monde chinois est différent du nôtre. Et les Coréens, ils doivent voir ça, ils doivent rien comprendre. Les Coréens, ils doivent absolument rien comprendre. Mais c'est-à-dire, vous vous rappelez, en début d'année, ils avaient lancé le Mi 9 qui était excellent. Il coûtait 500 €. Et déjà à l'époque, on se disait, ok, ce téléphone, c'est le nouveau flagship killer, c'est le nouveau OnePlus. Et on se dit, ouais, ils feront pas mieux. Et ils ont lancé le Mi 9T Pro,
qui du coup est à peu près un Mi 9, mais en beaucoup moins cher. Et celui-là, il a une particularité, c'est que je sais pas si on a des images, j'espère qu'on en a, mais oui, je crois que c'est en train d'être diffusé. En tout cas, on voit des vidéos. C'est filmé avec le Mi 9T Pro. Il faut reconnaître qu'il a une très bonne caméra, un très bon appareil photo, donc ça serait pas étonnant. Mais du coup, ce téléphone-là de Xiaomi, la promesse, c'est on a un écran 100% bord à bord avec une caméra frontale dans un pop-up. Donc du coup, il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de poinçon. Ok, c'est intéressant. Mais surtout, le prix, ils l'ont lancé à 429 €. Donc c'est à 70 € de moins que le Mi 9. Et maintenant, on le trouve même en dessous de 400 à 399, 389 sur certains sites, dont celui de Xiaomi. Et donc, on est sur le même prix que le Realme, mais la différence principale, c'est que peut-être il ne se recharge pas en 29 minutes, il n'a pas un écran 90 Hz, mais au moins on a le service client Xiaomi derrière. Il n'a pas le capteur 64 mégapixels. Il n'a pas le 64 mégapixels, il a un pauvre 48 mégapixels. Mais le loser. Quel loser. Mais chez Xiaomi, ils sont à la ramasse, mais c'est... Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là encore, on a un smartphone haut de gamme avec le Snapdragon 855, avec beaucoup de mémoire vive, tout ce qu'on veut, sauf que voilà, on a un prix ultra abordable, on a une bonne surcouche logicielle, on a beaucoup de mises à jour, il y a la mise à jour sur Android 10 qui vient d'arriver, et donc du coup c'est peut-être mon chouchou entre le Realme et celui-là, c'est que là vous allez avoir un vrai produit qui est vendu chez plein de distributeurs et vous pouvez avoir confiance à la marque. Très bien. On a fini là ou tu as autre chose? En tout cas, sur cette partie, oui, on a autre chose. Je peux juste rapidement parler d'un autre, je trouve que c'est dommage de ne pas en parler, on n'en parle pas assez, c'est le Asus Zenfone 6. Je vais être très rapide là-dessus, lui c'est 500 €. Et il faut le dire, quand les marques font des bons produits, Asus ça faisait quelques années que c'était un petit peu compliqué. Et là, 500 €, on a un smartphone haut de gamme avec un super écran, un super appareil photo, donc on le recommande aussi. Très bien. Tu as apporté aussi le Galaxy Fold. Oui. Pourquoi? J'ai apporté le Galaxy Fold parce qu'il s'est passé quelque chose chez Samsung ces derniers jours. Exactement. Et ils sortent peut-être le successeur, ils sont en train de préparer le successeur du Fold. C'est ça, je voulais rapidement faire un petit point pliable, vous savez que j'aime ça. Mais oui, bien sûr. Et du coup, j'ai le premier Galaxy Fold avec moi, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le Galaxy Fold 2. Donc ça, c'est déjà de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, c'est le passé, c'est... Quelle horreur. Mais non, c'est évidemment le Galaxy Fold 2 qui a été dévoilé, en tout cas rapidement montré lors de... Alors ça, on est en train de le voir, ça c'est l'ancien. Et le nouveau design, du coup, on reprend les téléphones à clapet de l'époque. Donc ça va se plier verticalement. Et l'idée de Samsung, c'est d'avoir un téléphone de la taille, par exemple, d'un Galaxy Note 10, qu'on peut plier sous la forme d'un petit carré, et donc glisser dans un sac, glisser dans une petite poche. Et ça sera beaucoup plus facile à transporter que les smartphones d'aujourd'hui. On l'attend pour début 2020. Maintenant, ils l'ont montré. Et ça tombe bien parce que le 13 novembre, donc dans 2 semaines, on a Motorola qui va montrer son Razr 2019. Qui est sur le même concept. On reprend le design emblématique du Motorola Razr, mais fini le clavier numérique, l'écran pliable va s'étendre jusqu'en bas. Et alors, ce qui est c'est pas une mauvaise idée, ça. Hein. C'est une bonne idée, je pense. L'écran du Samsung serait du verre pliable. Bah évidemment, ça reste à confirmer, bien entendu, mais les rumeurs, on s'accorde tous pour dire que Samsung, en fait, c'est un matériau qui s'appelle ultra fine glace. En fait, non, ça serait du vrai verre, ça serait une couche de verre ultra souple et ultra fine. Et donc du coup, elle pourrait se plier justement à l'endroit où il y aurait la charnière du téléphone. Et l'avantage, c'est que c'est fini la marque de pli qu'on avait avec ce téléphone et fini les réflexions bizarres du soleil. On aurait un vrai. On sent que c'est du plastique. C'est pas tellement gênant quand on est en face. Maintenant, quand on est sur le côté ou quand on est en plein soleil, on le voit. Là, ils auraient une solution. Donc voilà. On a des téléphones pas chers pour Noël. Vous pouvez y aller et économiser pour 2020 parce qu'il va y avoir des smartphones pliables et ça sera encore cher. Ça va y aller. Et puis il y a la 5G surtout l'année prochaine. Et puis il y a le Black Friday qui arrive dans quelques temps. Oui, évidemment. Et là, à mon avis, ça va encore baisser. Il y a des chances que Xiaomi, Realme, OnePlus et compagnie, ils en profitent du Black Friday. Donc, franchement, si vous devez acheter un téléphone, attendez encore quelques jours, je pense. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'à l'époque, avec un petit prix, on pouvait avoir des smartphones d'entrée de gamme qui étaient très bons. Maintenant, avec un petit prix, même si c'est un petit peu plus haut, on peut avoir des smartphones haut de gamme et c'est vraiment des bons plans. Merci Nico. Merci à vous. On accueille Jordan Cosido pour terminer ce 01 Hebdo maintenant. Et on reparle de jeux vidéo, c'est parti. Salut. Bonjour, comment ça va? On dit Jordan le musclé. Ah, c'est vrai? Jordan le musclé. Parce que, oui. Pardon, j'ai rien dit tout à l'heure. J'ai le droit maintenant? Non, mais il est beau, il est intelligent. Oh là là, mais il est tellement sympathique, tellement talentueux aussi. Moi j'ai peur maintenant. Tellement peur qu'ils ne montent plus à la caméra. Du coup, la caméra devant moi, ça n'allume plus. Non. Ils ont arrêté. En fait, tu rentres pas dans le cadre. C'est pour ça. Avant, c'était les cheveux, maintenant, c'est les bras. Écoute, on m'a dit je parlais tellement fort, fallait mettre le micro ici aussi, donc j'ai fait un effort. Qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives pas à t'asseoir? Non, je vais pas vous mentir depuis tout à l'heure. Oui, t'as un problème
Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de beaucoup de choses, visiblement. Voilà. Bon, écoutez, on va la faire comme ça, un peu surélevé. C'était l'essai de la chaise d'Ikea, donc fait par Jordan Cosino. Nicolas teste des smartphones, moi et toi, tu testes les tabourets. Je vais me remonter un petit peu, puis on va y Oui, aller. vas-y, mets-toi à l'aise. On est bien? On y va. C'est bon, on peut y aller. On va parler jeux vidéo, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé finalement. Non, c'est vrai. C'était pauvre dans le jeu vidéo. Non, c'était un peu light. C'était long sur les smartphones et pas assez sur le jeu vidéo. Donc je me suis dit, on va reparler jeux vidéo. Je vous ai sélectionné 3 produits qui ont été financés par des financements participatifs et qui étaient plutôt intéressants, à commencer par le premier qui s'appelle Genki, ou Genki comme vous voulez, qui est un super truc pour tous les possesseurs de Nintendo Switch. Quand on a une Nintendo Switch, vous savez, les modèles, non pas la Lite mais les autres, vous pouvez la brancher à votre télé. Sauf qu'il faut un dock qui est assez costaud. Et bien ce produit qui s'appelle Genki, donc, c'est un adaptateur secteur dans lequel vous allez avoir votre USB-C, votre USB 3.1 et votre prise HDMI. Et vous avez juste à relier l'adaptateur secteur. Bon voilà, ça c'est le dock classique que vous voyez. Donc là le monsieur se dit bah non, je vais pas prendre le dock classique, il prend donc il part sans son dock. Il joue bien en plus. Non, comme ça. Souvent les vidéos Kickstarter c'est une régalade. N'hésitez pas à aller les voir, on rigole beaucoup. Il y en a qui terminent aux Oscars d'ailleurs, on peut le dire. Je crois que Brad Pitt a commencé là. Et donc là on va le voir bientôt. Voilà, regarde, c'est le sauveur de la soirée. Heureusement, j'ai apporté son adaptateur secteur, il branche son HDMI, sa Nintendo Switch via l'USB-C et il peut jouer sur n'importe quelle télé. Donc sur le papier ça peut paraître un peu juste super simple, mais pour toutes les personnes qui ont une Nintendo Switch c'est génial. Et c'est un truc qui n'existait pas. Ils ont récolté quand même, et c'est assez hallucinant, ce tout petit truc finalement a récolté plus d'1 600 000 €, ce qui est quand même plutôt pas mal, on les prend, enfin voilà. Et donc ça coûte 53 € et ça arrivera début 2020. Alors attends, tu branches le HDMI? Oui. Et ensuite l'autre HDMI, tu branches à la télé. Il n'a pas compris. Enfin, quand il pose cette question, il n'a pas compris ce que c'est. Donc il y a un câble qui sort du machin. On va aller à la Paris Games Week. Non, mais oui, tu mets 3 entrées, une sortie. Mais tu mets ton HDMI, tu le branches dans ta prise secteur. Oui. Tu rebranches l'autre bout de l'HDMI à ta télé. D'accord. Ta Switch, tu la branches via l'USB. D'accord. Et après, c'est bon. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est bon? Sûr, c'est bon, on fait les courses. Et donc, ça arrive l'année prochaine. Début d'année prochaine. On enchaîne? Ouais. On va monter dans cette chronique. C'est vraiment du. On est sur l'Himalaya. On va arriver vraiment tout en haut. Parce qu'il n'y a plus trop d'oxygène en haut de l'Himalaya. Ouais, j'espère que vous resterez en vie, évidemment. J'espère aussi. On enchaîne avec un clavier un peu spécial qui s'appelle Digma Raise. Produit assez incroyable. J'en avais déjà vu, mais comme ça et aussi impressionnant très peu. C'est un clavier un peu, si on peut le voir, ou pas. Oui. C'est un clavier, mais je vais vous le décrire. C'est un clavier qui se scinde en deux. Tout simplement, en fait, voilà, on a tous l'habitude du clavier classique. Là, ça se destine vraiment aux gamers. C'est un clavier que vous allez pouvoir... En fait, il est aimanté au centre et vous allez pouvoir le scinder. Et on va potentiellement le voir. Peut-être le voir. Sous 2 jours. C'est pas grave, on a le temps. C'est vrai? Ouais, bon, très bien. Là, on voit un monsieur qui part. C'est bien, vous avez pris toute la vidéo, quoi. On ratisse là. C'est l'avantage. C'est logique. C'est la mise en situation, là. Voilà. Exactement. Vous voyez, c'est pour les gamers. Si vous avez pas compris. Voilà le clavier, regarde-le. Non, c'est toujours pas. Non, ça c'est un monsieur. C'est un monsieur. Je vais vous le décrire du coup. Oui, parce qu'on voit un microscope aussi. C'est sûr que c'est la bonne vidéo? Non, pas du tout. En fait, c'est un truc qui n'a rien à voir. Non, voilà. On commence à le voir. Vous voyez, c'est un clavier qui est articulé de. Enfin voilà. Il est parfait. Il est là. Voilà. Il y a un aimant au centre. Vous pouvez le détacher pour le placer exactement où vous voulez pour votre poignet gauche et votre poignet droit. Vous avez un petit coussin pour un confort. Là, il vous montre mais les claviers traditionnels, c'est pas top pour le confort, etc. Et bien sur ces claviers qu'on voit, vous avez la possibilité donc de le splitter. Autre truc plutôt sympa, c'est que vous pouvez changer la couleur des LED de chaque touche. Si jamais vos touches d'attaque dans un jeu, c'est le A, B et D, voilà, vous pouvez mettre le A, le B et le D en violet et qu'elles soient distinguées par rapport aux autres. Le prix qui est de ce clavier qui est quand même de 266 €, que vous pouvez précommander dès aujourd'hui et ils commencent à faire leur livraison. Mais attends, parce que les claviers qui en 2 parties, ça existe déjà. Oui, mais l'avantage de celui-ci, c'est que déjà, souvent les claviers qui se scindent en 2 parties, t'as pas le petit truc de maintien pour ton poignet et t'as pas la possibilité vraiment de personnaliser comme tu le souhaites. Et puis il est tout le temps en 2 parties, tu peux pas en refaire un clavier normal. Là tu peux en faire un clavier en une partie. Il va le montrer je pense plus après dans la vidéo, mais tu peux le remettre de manière normale, clavier classique. Ça a 2 usages. Et c'est un clavier mécanique, donc c'est facile de changer tes touches. Si tu veux changer une touche est cassée, c'est rapide à changer, voilà. Plutôt simple. Cool.
Très bien. Troisième produit pour terminer. Je sens qu'on va aller très haut. Alors là, très loin surtout, tu vas voir. Ça s'appelle Cyber Shoes. Alors on a mis une vidéo de 3 quarts d'heure, hein, puisqu'on a gardé les shoes pour la fin de la vidéo. Alors là, vraiment, c'est-à-dire qu'on a toute la confection de la chaussure. Oui, c'est ça. Donc on va partir directement dans l'usine. Non, c'est pas ça. D'abord, c'est sur les forêts, c'est sur les animaux pour le cuir, tout Après, ça. on va aller dans l'usine Realme, dont on parlait tout à l'heure. Enfin, cela dit, une vidéo pour une chaussure, c'est normal qu'elle dure une semelle. Oh, je savais pas où t'allais aller. Je pensais qu'il allait dire Vas-y, Jordan, vas-y. des plombs, mais tu vois. Bon, on va le finir. Hein. Oui. Cyber Shoes, du coup. Cyber Shoes. Ouais, c'est pas mal. Vraiment, tu vas voir, c'est pas mal. C'est un produit qui est fait pour les jeux VR. Donc c'est une semelle que vous. Voilà. Alors là, il n'y a pas plus explicite. C'est une semelle que vous rajoutez à vos chaussures et elle vous permet de réaliser toutes les actions que vous voulez en jeu. Voilà. Vous pouvez courir, vous pouvez sauter, vous pouvez vous déplacer. Bon, t'as l'air d'un abruti, hein, mais ça c'est pas grave. Ah oui, bah après, il faut avoir des bons amis, quoi. Hein, oui, c'est ça. C'est pas mal, ça. Mais c'est pas Pourquoi mal. il est assis, ça marche pas debout? Bah alors, si, mais ça va être très. Le problème, c'est que debout, tu peux pas. Tes semelles, elles sont pas plates. Là, en restant assis et en faisant comme ça, tu avances en fait virtuellement. Et puis, ils te vendent le siège et le petit tapis, si vraiment tu veux. Et ça te permet de, comme les chaises qu'on a nous en plateau, où on peut complètement tourner, pivoter à gauche ou à droite. J'adore. Et avec, t'as vu? C'est très marrant. Pas que des produits nuls, François. Ah non, mais alors les deux premiers étaient excellents, celui-là est génial. Celui-là, je trouve c'est un feu d'artifice. Je t'ai dit, c'est l'Himalaya. Mais oui. Donc ça, c'est bon. Évidemment, je pense pas que tout le monde le veuille chez soi, mais ça peut être sympa, tu vois, pour des salles d'arcade ou quoi. Tu peux te dire, bon, vas-y, on va jouer avec des amis. Ça peut être rigolo. Il y a à savoir qu'il y a déjà des jeux qui sont compatibles. T'as Minecraft ou t'as Skyrim qui sont compatibles et qui marchent avec les casques. Donc t'as les casques, t'as les Vive et les Oculus qui fonctionnent avec ce système. Et en plus, tu fais du sport, dis donc. En fait, c'est ça. Ils le vendent aussi comme ça. Ils disent, voilà, au lieu de rester assis, en plus, tu peux faire du sport. C'est plutôt rigolo. Pour 3 heures de charge, tu as 10 heures de jeu. Bon, il faut savoir qu'avant de se taper 10 heures de jeu comme ça, en VR, plus les jambes, plus tu arrêteras avant. Hein, ou alors tu auras vomi sur tes choses. Oui, c'est possible. Et vu le prix, je pense qu'on va pas vomir dessus puisque ça vaut la belle somme avec le siège, le tapis, les chaussures. Alors, le siège, le tapis, les chaussures. On dirait vraiment le je vous le fais. Le chaise, le tapis. Et avec la carte 01 Hebdo, vous avez 480% de réduction. 01net.com et le code promo, non, ça fait 400 quand même, 400 €. 400 €, mesdames. C'est cher. C'est sorti ou pas? Alors, il commence à livrer, parce que ça demande un gros temps de production. Donc, il commence à livrer les premières personnes qui ont financé le projet, mais ils sont sur la production de masse, ils travaillent dessus. Formidable, très bien. Merci pour cette sélection gaming. Merci à vous. Monsieur Jordan. Avec grand plaisir. Bon, tu vas aller à la Paris Games Week ou tu es déjà allé? J'y suis déjà allé, j'adore ce salon parce qu'on n'en a pas beaucoup en France. Tu y allais toi aussi? J'y suis passé et je vais certainement y retourner dans les prochains jours. Il a avoir plus de temps de jouer. Il adore Pokémon. Il adore Pokémon. Il y a deux trucs, il y a Pokémon, il y a FIFA, voilà. C'est ça. Le gamer absolument débutant, mais voilà. Enfin, on me dit dans l'oreillette que tu sais pas jouer à FIFA. Non, mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est des provocations. Écoutez, c'est des provocations en interne sur lesquelles je refuse de répondre publiquement, évidemment. J'ai quand même mis 10-0 à Nicolas sur FIFA, comme en témoigne cette image. 10-0, oh non. Là, il y a du gros dossier. Il y a 10-0 vraiment là. Il a un exemple où il a gagné 10-0, j'en ai d'autres où j'ai gagné. Il y a 2 semaines. Oh mon Dieu. J'avais pris des cartons rouges, j'avais plein de choses. Vous avez vu la rédaction de 0-1, c'est cool quand même. On embauche, on embauche si vous voulez, parce qu'en plus ils sont payés les gars, c'est pas bénévole tout ça. Merci beaucoup à tous les deux, merci à Jordan et à Nico. Voilà, c'est la fin de ce 01 Hebdo. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour un nouveau débrief de toute l'actualité avec nos spécialistes, dans la joie et la bonne humeur et le plaisir des produits high-tech que nous adorons. C'était beau cette phrase, mais franchement j'en ai la larme à l'œil, dis donc. Bon allez, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et à très vite.